Note de service, liste additive d'encadrement au niveau des écoles de gendarmerie de Somfonia et de Kalia. Ce document il est daté du 19 août 2008. Vous êtes désigné comme étant un encadreur. Est-ce que vous confirmez cette information, M. Blaise Goumou? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez pris fonction à Kalea pour en exécution de cette note de service? Oui. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des recrues? Oui. Très bien. Et vous avez exercé pendant combien de temps dans ce centre? Mois d'août à décembre. À décembre? À décembre. Très bien. Et la deuxième note de service date du 16 mars. Pourquoi ce creux de 3 mois? Où étiez-vous pendant cette période, M. Blaise Goumou? De décembre à mars, vous exerciez quelle fonction à l'époque? Mars, là, c'est quel acte? Bon, ça, c'est la deuxième note de service. Oui. Qui est datée du 16 mars 2009, vous nommant aux services spéciaux. Voilà. Est-ce que entre votre nomination au centre de Kalea et aux services spéciaux, vous avez occupé une autre fonction? Bien. Quand je suis arrivé de Dakar, on m'a affecté à Kalea en 2008. Jusqu'à décembre, tout le monde était mis en congé. Toutes les recrues étaient mises en congé. Faites face au tribunal. Voilà. Y compris l'encadrement. Donc l'école était déjà vide, Monsieur le Président. Moi-même, j'avais demandé un congé pour aller saluer les parents parce que j'avais perdu ma grande sœur lorsque j'étais à Dakar. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on vous a nommé en 2008 au centre de Kalea, oui ou non? J'ai bien dit oui. Vous avez dit que vous avez exercé cette fonction jusqu'en décembre, oui ou non? Oui. En quoi consiste l'exercice de cette fonction? Alors, si moi, vous étiez en congé. Comme la note de service l'indique, j'étais encadré. Alors, vous avez encadré qui? Vous avez demandé s'il y avait des recrues. J'ai dit qu'il y avait des recrues. C'est vous qui venez de dire que pendant cette période, ils étaient en congé, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Vous ne m'avez pas compris. C'est vous qui avez dit pourquoi. Alors faites-vous comprendre mieux. Voilà, c'est vous qui avez dit pourquoi août et puis décalage jusqu'au mois de mars là. Il parle de décembre. Vous avez dit décembre. Voilà, décembre. Donc de décembre à mars, c'est ce qu'il demande. La formation était finie. S'il vous plaît, Monsieur Blaise. Oui. Vous avez été nommé au mois, si je me réfère à ce document, vous avez été nommé au mois d'août, n'est-ce pas? Oui. 2008. Oui. Est-ce que vous avez encadré des recrues, oui ou non? 2008, j'ai encadré les recrues jusqu'au mois de décembre. Très bien, très bien. Oui. Ça me suffit pour l'instant. Voilà. Merci. 2008, oui. Donc, vous avez encadré des recrues? Je n'ai pas nié. Très bien. Maintenant, entre décembre et mars, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que c'est seulement au mois de mars que vous avez été détaché aux services spéciaux. Pendant cette période-là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais après la formation, on rejoint à l'unité de base. Attendez, je n'arrive pas à comprendre parce que sur cette note de service, aucune durée n'est indiquée pour dire que vous partez à Kalea pour 2 ou 3 mois. Ou bien c'est indiqué. Vous avez le document avec vous, non? Consultez-le. Je peux expliquer? S'il vous plaît. Oui. Laissez-moi finir. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez le document sous les yeux, sous vos yeux? Non, dès que vous parlez, je vais me rappeler. Très bien. Donc, la question que moi je me pose, est-ce que sur ce document, il y a une période qui est indiquée pour votre service à Kalea, oui ou non? Moi, je suis venu trouver. Il y a pas. Je ne connais pas si la période était là, mais moi, je suis venu trouver. Est-ce que vous pouvez examiner ce document, répondre à la question? Il veut savoir s'il y a une période qui est déterminée, c'est tout. Est-ce qu'il y a une période qui est déterminée dans ce document? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'y a pas une période que je vois ici. Il n'y a pas une période qui est déterminée. Merci beaucoup. On va poursuivre. Voilà. Donc, pourquoi il faut chercher, s'il vous plaît, maître. Oui. Attendez qu'on finisse de poser les questions et chercher à bien les comprendre. D'accord. Allez-y, maître. Donc, si on récapitule,
du 19 août 2008, officiellement au 16 mars 2009, vous étiez en fonction à Kalea, oui ou non? Non. Dites-nous alors comment. La formation, j'ai été affecté à Kalea en qualité d'encadreur le 19 août 2008. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, la formation, toutes les recrues, tous les encadreurs étaient mis en congé de Noël. Après les congés, puisque le CNRD était venu, les gens ont cherché à évaluer les recrues et pour les libérer. S'il vous plaît, Voilà. les congés de Noël durent combien de temps? Monsieur Blaise Goumou, Hein? les congés durent combien de temps dans notre pays? Et d'ailleurs, dans la chrétienté, ça dure combien de temps? Oh, de 23 au 3. Donc, ce n'est pas 3 mois. Oui. Donc, ça ne correspond pas à ce que vous déclarez ici. Mais après la formation, chacun reste à sa position. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, pas du Les tout. gens ont fini de faire leur formation. L'encadrement, là où on vous a enlevé pour aller à la formation, mais vous retournez là-bas. Il n'y a plus de recrues à former. Vous vous êtes retourné où? Vous vous êtes retourné où? J'attends votre réponse. Oui. Oui, allez-y. Minute. Ah, Après, minute. après On n'a pas le Kalea, temps. Non, s'il vous tout plaît. tout est mentionné Après ici. Kalea, où vous êtes retourné? Mais après Kalema, je me suis retourné à l'état-major. À l'état-major. Oui. Et vous occupiez quel poste là-bas? Non, je n'avais aucun poste. S'il vous plaît, on vous nomme officiellement à Kalea pour encadrer des recrues. Selon vous, vous terminez la formation, vous allez en congé et vous abandonnez votre poste, vous allez à l'état-major. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Vous n'avez pas compris. Alors éclairez-moi, parce que S'il ce y n'est a pas convaincant. S'il n'y a pas de recrues, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Est-ce que vous avez un acte à travers lequel vous avez quitté vos fonctions d'encadreur à Kalea pour rejoindre l'état-major? Est-ce que vous avez ce document ici? Non. Oui ou non? On va passer? Non. Alors, ok. Donc, Non. on considère que vous étiez officiellement encadreur d'août 2008 à mars 2009. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Moi, j'étais plus à Kalea. Il n'y avait plus de recrues à Kalea. Je ne pouvais Très pas bien, continuer très à y séjourner là-bas. On va avancer, on va avancer. Ah, Votre réponse n'est pas convaincante du tout. et Voilà. pourtant, Je préfère le dire tout de suite. Alors, il a été indiqué que les recrues qui ont été encadrées à Kalea ont causé d'énormes massacres au stade. Est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part redevable de ça? vous faites... bon, Monsieur le Président, les recrues pour lesquelles j'étais à Kalea, c'était les recrues de 2008 à l'actif du feu président général Lassana Conté. Si vous voyez le document, vous comprendrez que le document qui m'envoie là-bas est signé par l'adjoint du chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Ça, c'est fini. Ils ont quitté. Le CND est venu. Il a procédé à un recrutement. À l'époque, je ne suis plus là-bas. C'était maintenant, 2009, je n'étais plus là-bas. S'il vous plaît. Donc je ne peux pas me rendre... Le CNDD est arrivé à quelle période? Le CNDD, il est arrivé à quelle période? En décembre. Alors, donc, en décembre de quelle année? Décembre 2008. Donc, vous étiez toujours au centre là-bas, en tant qu'encadreur, oui ou non? À l'arrivée du CNDD, vous n'étiez pas au centre là-bas? Oui, mais... Alors, c'est ce qui a motivé le départ de ces recrues-là dans les unités. Je vous ai dit même qu'à l'antidrogue, j'étais avec les élèves stagiaires, les gendarmes stagiaires. Ce sont ces recrues-là qui ont été vidés du centre, qu'on a précipité, qu'on a fait sortir du centre pour les positions dans les différentes unités. Et certains ont été affectés chez nous.
Monsieur Gomu. J'étais plus là-bas. Monsieur Gomu, vous étiez officiellement au centre de Kalea d'août 2008 à mars 2009. Je passe. On va évoluer. Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée de lundi. Je viens vers vous ce soir pour vous parler du passage de monsieur Blaise Goumou, le colonel Blaise Goumou. Mais avant, je souhaiterais que, où que vous soyez, que la paix du Tout-Puissant soit avec sur vous. On commence toujours nos émissions par ça. C'est très important. La paix. En plus de ça, je souhaiterais vous dire que la page Jeune Visionnaire, elle n'est pas pour un individu. C'est pour tout le monde. En plus de ça, vous devez comprendre que cette page n'est pas uniquement pour les Guinéens, n'est pas consacrée uniquement sur les événements du 28 septembre. Cette page, c'est pour discuter les réalités de l'Afrique, les réalités du monde. Je suis un citoyen du monde. Je suis né en Guinée. J'ai fait une partie de ma vie en Guinée et puis je suis sorti. Si je voulais rester uniquement guinéen, je serais resté en Guinée. Mais si je suis sorti de la Guinée pour venir en Europe, c'est que j'avais des convictions déjà. Et donc, je suis un citoyen du monde. Aujourd'hui, je réside en France, à Paris précisément. Il y a un problème sur le territoire européen. Je suis en Europe. Il y a une dizaine d'années de cela, plus de 10 ans. Il y a un problème qui se passe sur le sol européen. J'ai le droit de me prononcer et d'analyser la situation de ce pays qui est l'Ukraine. Donc, pour votre information, je parle de tous les sujets. Comprenez? Quand il y a eu cette affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire, j'ai intervenu. Quand il y a eu aussi la libération de ces 46 militaires au Mali, j'ai intervenu. Donc, adaptez-vous à cette réalité. Je ne suis pas que Guinéen, je suis un citoyen du monde. Et je suis libre de me prononcer sur le problème que je veux. À partir du moment où je ne suis pas vulgaire, à partir du moment où je n'appelle pas la violence, à partir du moment où je n'insulte personne, mais que j'aborde les situations, les problèmes avec de l'intelligence et courtoisie, j'estime que j'ai ce droit. Donc, pour ceux qui veulent des émissions sur les événements du 28 septembre, vous ferez mieux de patienter. Je fais des émissions pas à pas. Ne dites pas, Monsieur Kanté, laissez ce qui se passe en Europe, nous sommes en Afrique. Certes, vous êtes en Afrique, mais moi aujourd'hui, je réside en Europe. Et j'ai intérêt à ce que la paix règne en Europe. Parce que je sais que, en tant qu'il n'y a pas de paix en Europe, il n'y aura pas de paix en Afrique. C'est de l'ignorance quand vous dites, oh, ça c'est un problème européen, c'est pas un problème africain, c'est de l'ignorance. Nous sommes dans un village interplanétaire aujourd'hui. Quand il y a problème ici, forcément, ça aura des conséquences, des répercussions sur là où vous résidez, où que vous soyez, à travers ce monde-là. Donc, moi, j'ai fait des enfants ici en Europe. Je suis résident ici en France. Je vis ici désormais. J'ai intérêt à ce qu'il y ait la paix ici en Europe. Donc, s'il y a un problème en Europe, j'ai le droit de souhaiter la paix. J'ai le droit, évidemment, à ce qu'il y ait de la stabilité ici. Parce que sans stabilité ici, je serais inquiet. J'ai fait des enfants, mes enfants sont là. J'ai ma famille ici. Vous comprenez? Donc, pour le moment, pour moi, la chose la plus importante est que
nous ayons la stabilité ici. Vous, vous êtes en Afrique, vous êtes en Guinée, vous êtes en Côte d'Ivoire, quand vous dites non, c'est une situation européenne. Mais vous ignorez que nous sommes ici en Europe. Si ça ne va pas ici, c'est nous qui allons payer les conséquences avant vous. Vous avez des frères, des sœurs ici. Donc, ceux-là, plus moi, nous avons intérêt à ce qu'il y ait la stabilité ici. Comprenez cela. Donc, si vous me voyez dans ces jours me prononcer par rapport à la situation ukrainienne, ça veut dire que nous sommes inquiets, nous qui résidons ici. Même si nous sommes africains, mais nous sommes inquiets. Voilà un peu. Donc, calmez-vous, nous allons aborder les sujets un à un, petit à petit, et puis vous allez comprendre. Ça, c'était l'introduction, c'était une parenthèse. Maintenant, je viens toucher le passage du colonel Blaise Goumou. Alors, vous savez, nous sommes en procédure criminelle. C'est le droit pénal. C'est une procédure pénale. Une procédure pénale, c'est une procédure qui a besoin d'épreuves matérielles. J'ai dit depuis le début de ce procès que moins tu parles, moins tu ouvres de portes au président, au procureur et aux avocats qui vont te poser la question. Plus tu parles, plus tu ouvres le champ et plus tu seras bombardé de questions. Je l'ai dit quand Toumba était à la barre. Je l'ai dit quand les autres aussi étaient à la barre. Les gens n'ont pas compris. Moi, je vous dis, les événements du 28 septembre, nous sommes actuellement sur une mauvaise piste avec les gens qui sont à la barre. Vous allez me donner raison tôt ou tard, je sais. Je fais maintenant ces émissions pour vous aider à comprendre certainement le passage de ces gens qui passent à la barre. Sinon, le fond des événements du 28 septembre, les gens réfléchissent, les gens qui méditent savent réellement c'est lui qui était à la base et c'est lui qui est l'auteur principal de ces massacres au stade du 28 septembre. Maintenant, comme aujourd'hui nous avons des militaires, des officiers à la barre, nous allons quand même nous prononcer sur, d'accord, la narration de ces officiers et les questions qui leur sont posées, les réponses qu'ils donnent aussi. Je me suis intéressé spécifiquement autour de cet avocat. Je crois bien qu'on l'appelle DS. C'est vrai, il a posé des questions qui, pour nous, n'ont pas assez d'importance parce que c'est des questions qui n'ont pas donné les résultats escomptés. Le résultat escompté, c'est quoi? Ce sont des résultats pouvant nous permettre d'établir la responsabilité individuelle directement ou indirectement de l'accusé qui est à la barre. Aussi, il a posé des questions, naturellement, allant dans ce sens, dans la démonstration ou dans l'établissement de la responsabilité de Blaise Goumou par rapport aux propos de Blaise Goumou lui-même. M. Blaise Goumou est venu à la barre le premier jour où il a donné sa version des faits. Il a parlé de sa carrière militaire. Il s'est aussi, disons les mots, ok, clairement, en quelque sorte, il s'est acharné un peu contre Toumba Diakité, si je peux me permettre. D'accord? Si le mot est bien placé. Il a fait trop de déclarations sur Toumba Diakité. Et je me suis dit que les questions vont abonder dans ce sens-là. Les gens vont poser plein de questions. Et c'est ce que Toumba Diakité lui-même aurait voulu. C'est-à-dire que il est venu à la barre, dans son explication, il a fait comprendre à tout le monde que Dadis et son entourage, tout le monde était contre lui. Et en faisant cela, il a attaqué tout le monde, sachant très bien aussi que tout le monde viendra se défendre et à démentir ces accusations. Et au moment que tout le monde viendra démentir ces accusations, les gens qui n'arrivent pas à comprendre cette stratégie diront, voilà, Toumba avait dit que tout le monde était contre lui,
Maintenant, chaque personne qui passe à la barre s'attaque à Toumba Diakité. Les gens ne voient pas. Avant que ces gens ne passent derrière Toumba Diakité, Toumba a été la première personne à attaquer tout le monde. Forcément, des gens vont répliquer. Maintenant, par rapport à la sortie de Blaise Goumou, une sortie hasardeuse, d'accord, c'était pas planifié que lui-même il sorte. Son arrivée au stade du 28 septembre, en tant qu'encadreur aussi au camp Kalea, il n'a pas été clair, bien qu'il soit procureur militaire, il n'a pas été clair dans ses explications. Est-ce un manque de subtilité linguistique ou une volonté de ne pas répondre les questions, ou est-ce qu'il n'avait pas de réponse à ces questions, ou est-ce qu'il nous cache quelque chose? Ça ne peut être que l'une de ces hypothèses. Vous comprenez? Bon, Blaise Goumou ne peut pas nous dire qu'ils sont allés ou qu'il était avec ces éléments devant le stade du 28 septembre à l'Esplanade, qu'il n'était pas armé. Connaissant la nature des manifestants en République de Guinée, sachant aussi que les manifestations antérieures à celles du 28 septembre, c'est-à-dire que les manifestations qui ont eu avant le 28 septembre, je veux parler par là du 22 janvier 2007, une manifestation qui s'est passée sur toute l'étendue du territoire, ça a été réprimé dans le sang. Je refuse de croire que M. Blaise Goumou, ce jour, était au stade du 28 septembre et qu'il n'avait pas d'armes, aucun de ces éléments n'avait d'armes. Je refuse de croire, jusqu'à preuve contraire. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous savez, si vous vous souvenez bien, j'ai toujours dit que le jour que les officiers de la gendarmerie, de la police, qui étaient censés encadrer les manifestants ce jour-là, le jour qu'ils viendront comparaître devant le tribunal, ils nous diront effectivement quels sont les éléments de la présidence qui sont venus au stade du 28 septembre. Et quels a été, eux, les officiers de la gendarmerie, les officiers de la police, quels ont été leurs comportements par rapport à ces éléments de la garde présidentielle. Blaise Goumou nous fait état de son comportement en disant, quand M. Toumba Diakité est venu, il est descendu, on l'a encerclé, il a tiré à l'air, puis il est rentré. Et en ce moment, lui, il a dit à ses éléments de reboucher chemin. Ils ont pris la fuite, ils sont partis. Parce que lui, il nous dit qu'il n'avait pas d'armes. Donc, la question est de savoir si M. Blaise Goumou, si on s'en tient à ses explications, s'il avait des armes, quel serait son comportement vis-à-vis de Toumba Diakité, la garde présidentielle? Serait-il resté ou aurait-il fait face aux éléments de la garde présidentielle? Aurait-il la capacité de repousser les éléments de la garde présidentielle pour dire « vous n'avez pas le droit de rester ici, de venir ici parce que c'est nous qui sommes censés encadrer les manifestants ». L'autre question est de savoir, M. Blaise Goumou, quand il a vu l'apparition des éléments de la garde présidentielle, sachant qu'il n'avait pas d'armes selon lui, pourquoi n'est-il pas allé informer les officiers majeurs de la gendarmerie pour dire « dotez-nous des armes, les éléments de la garde présidentielle sont venus, il faut qu'on soit homme devant eux. Ils n'ont pas le droit de venir ici. Parce que si quelque chose se passe ici, nous serons tous impliqués. Pourtant, eux, les militaires, les bérets rouges, n'ont pas le droit d'intervenir. Il est de notre ressort d'encadrer la manifestation et les manifestants jusqu'à terminer. » Alors, le comportement de M. Blaise Goumou, c'est un comportement à l'ordre peureux. Pourquoi ne s'est-il pas patriotiquement adressé aux gardes présidentiels, c'est-à-dire à M. Toumba Diakité, à savoir, mon commandant,
pourquoi vous êtes venu ici? Parce qu'il y a suffisamment de policiers, suffisamment de gendarmes, plus de 2000 policiers et gendarmes étaient déployés ce jour-là. Pourquoi vous êtes venu? Pourquoi votre présence? À mon humble avis, en tant que lieutenant à l'époque, à mon humble avis, je pense que vous n'avez pas raison. C'est-à-dire, il n'y a pas d'intérêt pour vous de rester ici ou d'intervenir. Vous feriez mieux de retourner, de reboucher chemin. Nous allons nous occuper des manifestants. Pourquoi M. Blaise Goumou n'a pas eu une telle réaction? Lui, il a pris directement ces éléments, ils sont repartis. C'est pas digne. Oui, c'est pas digne d'un gendarme. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il y a autre chose. Les leaders politiques nous disent que c'est à l'arrivée des éléments de la garde présidentielle qu'il y a eu la débandade. Ça veut dire quoi? Parce que les Cellou Dalein, les Sidia ont dit qu'avant que les bérets rouges n'arrivent, eux, ils avaient déjà fini les discours politiques. Ils s'apprêtaient à rentrer. Et c'est en ce moment les éléments de la garde présidentielle ont fait leur apparition et qu'ils ont commencé à tirer sur les gens. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y avait les policiers au stade, il y avait les gendarmes, il n'y avait pas de tir, il n'y avait pas de débandade. Ça veut dire alors que les policiers et les gendarmes contrôlaient les mouvements à 90%. Même s'il y avait quelques mouvements, mais ils maîtrisaient les manifestants et la manifestation à 90%. L'autre question est de savoir, si les bérets rouges n'étaient pas intervenus, s'ils n'étaient pas venus, que les leaders avaient fini de leur discours politique et qu'ils s'apprêtaient à rentrer, est-ce que c'est que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui? On allait vivre ça? Je crois que non. Je crois qu'il y avait des intrus parmi les éléments de la garde présidentielle avec des complices de cet acteur politique qui avait infiltré des éléments au stade du 28 septembre. Je crois qu'on doit creuser là. On doit creuser là pour la vérité, pour la manifestation de la vérité. Oui, pour la manifestation de la vérité. Ça, c'est un autre point. Maintenant, la photo qu'ils ont exhibée au tribunal, naturellement, moi-même, j'ai fait une émission là-dessus, où j'ai dit que ce n'était pas Blaise Goumou. Vous comprenez? Je souhaiterais quand même que le tribunal fasse un travail, c'est-à-dire que le tribunal aille chercher une photo ou des photos de Blaise Goumou au moment des faits, c'est-à-dire Blaise Goumou en uniforme de gendarme, on va trouver dans les archives, pour faire une étude comparative, qu'on trouve 2, 3, 4 photos différentes de Blaise Goumou au moment des faits, faire une étude comparative entre le style d'habillement de ce militaire qui est dans la photo et le style d'habillement du véritable Blaise Goumou qui est devant nous, mais au moment des faits. Ça nous donnera un indice comparatif. Ça nous permettra d'établir la vérité, à mon humble avis. Maintenant, cher monsieur, chère dame, vous savez, ce procès, il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Il y a beaucoup de non-dits. Du côté des militaires, mais aussi du côté des avocats. D'accord? Je crois que vous avez compris ce que je veux dire par là. Vous avez déjà compris. Maintenant, monsieur Blaise Goumou, il parle de l'exploit des éléments de Kéburo, parce qu'il appelle Kéburo son boss. Nous tous, nous savons que les éléments de Kéburo étaient armés à l'époque. On dit à la barre qu'un militaire, avant tout, c'est quand même des armes. Nous tous, nous voyons les éléments de Kéburo avec des armes.
Et regardez un peu la vidéo de Cessé Raphaël, lorsqu'on l'envoie au camp Koundara, après que Toumba Diakité ait tiré sur Dadis, pendant que on est en train de faire la reconstitution des faits, et pendant que Cessé Raphaël donne des explications comment Toumba il a tiré, quels ont été les mouvements, derrière Cessé Raphaël, il y a un élément de M. Keboro qui détient une arme. Vous comprenez? Les éléments de Keboro avaient bel et bien des armes. Ils étaient armés. Un gendarme, c'est un militaire. Un militaire, c'est des armes. M. Blaise Gomou ne peut pas, moi, me convaincre en disant que lui, il n'était pas armé et ses éléments n'étaient pas armés. Oui, lui, en tant que certainement officier, il ne peut pas détenir une arme. D'accord? Il peut donner son arme à son caporal ou sergent-chef. Mais dire que lui et ses éléments n'avaient pas d'armes, il ne peut pas me convaincre sur ce plan-là. Non, je ne peux pas être d'accord avec lui. Keboro, les éléments de Keboro avaient des armes. Et ils faisaient partie de ces éléments de Keboro. Ils avaient des armes, ça c'est clair et net. C'est clair et net. Vous comprenez, cher monsieur? À quoi ça sert de mentir? C'est vrai, nous sommes devant un tribunal criminel, il faut se défendre. Mais Blaise Gomou, vous sentez d'ailleurs par ses réponses, la nature de ses réponses, qu'il est très difficile d'argumenter certaines réponses. On ne peut pas inventer des réponses, hein, des réalités qui sont là. Soit vous avez fait quelque chose, vous assumez, vous n'avez pas fait, vous allez directement avec des réponses directes. Il est procureur, il sait comment il faut répondre, il sait parfaitement. Et je crois que Blaise Gomou, il va comprendre parce que les avocats de Toumba Diakité ne vont pas le pardonner. Eux, ils vont demander des preuves concrètes. C'est ce qu'ils vont dire. Monsieur Blaise Gomou, vous avez dit que vous avez vu Toumba Diakité descendre. Est-ce que vous avez une preuve matérielle de cela? Alors, certainement que Blaise Gomou n'a pas de preuve. Et s'il a une preuve qui viendra éventuellement corroborer ses propos, qu'il se prépare. Mais s'il n'a pas de preuve, ça sera considéré comme des simples allégations. Vous comprenez? De la manière, lui, il dit que les propos de Toumba, ce sont des simples allégations. C'est de la même manière que les avocats de Toumba Diakité, ils vont balayer d'un revers de main ces allégations contre Toumba s'il n'a pas de preuves. Comprenez? Donc, moi, je pense que tout ce problème, tralala, va se situer au niveau des preuves matérielles. Il y a eu beaucoup de déclarations au tribunal, même de la part de Toumba Diakité. Tout ce qu'il a eu à dire, s'il n'a pas de preuves pour corroborer, ça ne sera pas, je crois que ça ne sera pas considéré. Oh non, le président Dadis a dit cela, Blaise Gomou, il était ceci. S'il n'y a pas de preuves matérielles, ça ne peut pas, on ne peut pas prendre en considération. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Je ne vais pas abuser de votre temps, mais je crois que vous avez compris la quintessence de cette vidéo. Monsieur Blaise Gomou, il faut qu'il soit correct dans ses réponses. Parce que trop tâtonner, c'est suspect. Hein? Ou répondre d'une autre manière, c'est aussi suspect. J'ai aimé l'agressivité de l'avocat. Maître DS, j'ai aimé son agressivité, même si quelquefois c'est un peu désagréable, mais c'est un avocat, il est dans ce qu'il sait faire, c'est certainement sa nature. J'ai aimé quand même son agressivité et sa méthodologie au fait. Donc, voilà un peu maître DS et le colonel Blaise Gomou. Je vais certainement aussi choisir d'autres avocats face à M. Blaise Gomou, mais je crois que les questions seront comme ça, d'accord? On va répéter les mêmes questions, mais la chose la plus intéressante quand même dans tout ça, c'est qu'il faut être patient de voir Blaise Gomou face aux avocats de Toumba Diakité. Les avocats de la partie civile vont le cuire, mais la véritable cuisine, ce serait face aux avocats de Toumba Diakité. Parce que ces gens se préparent
il se prépare gravement pour venir cuire M. Blaise Gomou. Parce que les 85% des narrations de Blaise Gomou, à la base, ce premier jour, ça a été sur Toumba Diakité. Il a dit peu sur lui-même. Et je crois que les avocats de Toumba ne le pardonneront pas. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, je demande à M. Alpha Condé de venir faire sa confession. Avant sa mort, je demande à Toumba Diakité de dire la vérité pour que le peuple, pour qu'on libère le peuple. Et je demande aussi à toutes ces complices de M. Alpha Condé de faire leur confession avant leur disparition. Ce serait très bon pour eux. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire, activez la cloche de notification. Je vous aime, je vous adore. On continue le combat. Merci beaucoup.